Donc bonsoir. Donc effectivement, ouais, 40-45 minutes d'intervention et après vraiment une place assez importante laissée au dialogue avec la salle. C'est vraiment, ça fait partie de la pédagogie de ce séminaire. Donc aujourd'hui pour cette sixième séance, on a le plaisir de recevoir Cécilia Baeza. Cécilia, vous êtes chercheuse, enseignante à Sciences Po Paris, enseignante à l'université PUC de Sao Paulo. Cécilia a vécu 7 ans en Amérique latine, donc elle a fait beaucoup de terrain là-bas. Elle a fait beaucoup de recherches, notamment sur les diasporas palestiniennes, principalement au Chili, au Brésil et au Honduras. Vous êtes également directrice de recherche à Noria. Et donc effectivement, elle va intervenir sur la Palestine vue de l'Amérique latine. Alors pour ceux qui connaissent le séminaire, vous avez compris que l'idée ici, c'est pas forcément de réagir à l'actualité, mais c'est pas moins intéressant quand la thématique qu'on traite résonne assez fortement et directement dans notre actualité. Notamment au lendemain de l'élection au Brésil de Jair Bolsonaro, qui, au lendemain de son élection, a confirmé notamment son intention de transférer l'ambassade d'Israël à Jérusalem, ou qui a promis, du Brésil, qui a promis de consacrer son premier voyage officiel à ses amis israéliens. Donc on va pouvoir revenir là-dessus. L'intérêt, c'est que avec Cécilia, avec ses travaux, on va d'abord pouvoir prendre un peu de recul et un peu mettre en contexte les différents mouvements, les différentes dynamiques qui ont amené à ça. Et l'éclairage un peu particulier et intéressant, c'est que via ces travaux sur les diasporas palestiniennes, on va pouvoir s'interroger sur les rôles qu'elles ont pu avoir sur les dernières années et peut-être apporter un regard critique qui va nous servir, nous, après aussi, à discuter et amener potentiellement la conversation sur un terrain plus français pour s'interroger aussi, nous, sur les rôles des mouvements de solidarité ici en France et les liens qu'elles peuvent entretenir avec les communautés palestiniennes ici, et les finalités pour la cause. Voilà, je te laisse la parole. Très bien, d'abord bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de participer à ce séminaire. J'avais vu les annonces des séminaires précédents et en tout cas je peux vous annoncer que moi je compte bien venir les fois suivantes parce que ça me semble, enfin les thématiques qui sont abordées ici me paraissent vraiment bien choisies. Alors je ne sais pas quel est votre disons à la fois niveau de connaissance et intérêt pour l'Amérique latine, mais simplement je vais vous expliquer que je vais diviser ma présentation en deux parties. Ça va vraiment être de l'ordre d'une conversation avec vous. Je voudrais d'abord, dans une première partie, vous parler de ce qui semble être un virage à droite dans ce cycle électoral qui a commencé en 2017 en Amérique latine et en quoi ce virage à droite, en fait, a un impact direct sur les politiques étrangères de la région vis-à-vis de la question israélo-palestinienne et éventuellement, dans quelle mesure on peut même dire qu'il démarre une vraie rupture parce qu'on a eu une période antérieure qui a été très riche et c'est aussi de cette période antérieure que je voudrais parler. Et dans un second temps, j'aborderai la question effectivement des diasporas palestiniennes pour voir de quelle manière elles influent, participent au débat, et finalement ont un rôle dans cette élaboration des politiques extérieures. Alors je vous le disais, on est dans un cycle électoral depuis 2017 qui a commencé en Équateur, au Honduras et au Chili. 2018, cette année, s'est poursuivi au Costa Rica, au Paraguay, en Colombie, au Mexique et tout récemment au Brésil et va continuer l'année prochaine au Salvador, au Panama, au Guatemala, en Argentine, en Uruguay et en Bolivie. Vous voyez, c'est vraiment toute la région quasiment qui est concernée par ce grand cycle électoral. Et jusqu'à présent, disons dans les 10 dernières années, on avait eu tendance à décrire l'Amérique latine comme une région qui avait été marquée par un tournant à gauche, justement un grand virage à gauche. En anglais, on parlait de pink tide. Et c'est vrai qu'on avait vu dans le cycle précédent
s'installer différents gouvernements de gauche. Alors c'était déjà une catégorie qui était discutée, parce qu'en fait il y avait différentes gauches, des gauches très centre-gauche, social-démocrates, comme ça pouvait être le cas de Michelle Bachelet au Chili, et peut-être même dans une certaine mesure de Lula au Brésil. Et puis une gauche qu'on peut dire plus radicale, mais ça aussi c'est à discuter, et c'est en tout cas plus complexe que ça en a l'air, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, au Nicaragua. Et de la même manière aujourd'hui, quand on parle d'un tournant à droite, en fait c'est aussi compliqué parce qu'il n'y a pas du tout une droite homogène. Vous avez une droite plutôt libérale, classique, qui est la droite qu'on retrouve au Chili avec Sebastián Piñera, et aussi dans une certaine mesure en Argentine avec Mauricio Macri. Et c'est là où ça devient très inquiétant, même si je vais vous montrer qu'il y a des articulations entre les deux. Une droite qu'on dit populiste, d'extrême droite, en fait, je crois qu'il faut utiliser les termes. Une extrême droite, telle qu'on vient de l'avoir en Brésil, dans l'élection de Bolsonaro, mais très honnêtement qu'on pourrait appliquer aussi à la Colombie avec le président Duque, qui marque le retour en fait d'un discours très virulent, anti toute forme de gauche en Colombie, parce qu'elle serait associée aux guérillas, donc une droite vraiment très dure, presque anti-accord de paix. Bonsoir. Bonsoir. Aussi cette droite un peu qu'on retrouve au Guatemala, avec Jimmy Morales, et il n'est pas interdit de penser qu'on pourrait voir cette extrême droite continuer à progresser dans un certain nombre de pays. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ces droites-là n'ont pas forcément un positionnement très homogène et très développé en matière de politique étrangère. D'ailleurs, généralement, les questions de politique étrangère font rarement partie des campagnes électorales. On se positionne rarement sur des questions de politique étrangère en Amérique latine comme en Europe. Et néanmoins, et c'est ça, je pense, qui est une nouveauté, la question israélo-palestinienne apparaît de plus en plus comme un élément clivant et de plus en plus débattu et pris comme une forme de symbole et de drapeau. En ce sens, ce n'est pas du tout un hasard si, juste après la décision de Trump de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, on a vu 2 pays latino-américains lui emboîter le pas. Le Guatemala, donc, où je vous disais, il y a un leader populiste, dont je vais donner les caractéristiques plus tard, Jimmy Morales, et une droite plus classique au Paraguay. Même si, comme il vient d'y avoir des élections au Paraguay, le successeur qui est toujours de droite au Paraguay, finalement est revenu sur la décision de son prédécesseur. Donc de fait, le Paraguay s'est retiré de cette décision de bouger son ambassade. Mais ça n'est pas un hasard. Et Bolsonaro, c'est quand même assez incroyable, a fait sa première interview dans un média étranger, dans un journal israélien, un journal très proche de la droite très conservatrice et très pro-Netanyahou, où il a déclaré, alors il vient d'être élu, il l'assumera en réalité, il prendra possession seulement au mois de janvier, mais il a déjà fait une pré-annonce comme quoi, d'une part, lui aussi emboîterait le pas, donc continuerait ce mouvement et déplacerait l'ambassade du Brésil de Tel Aviv à Jérusalem, et en plus éventuellement demanderait de détruire le bâtiment en fait de l'ambassade palestinienne à Brasilia, qui est une ambassade qui a été construite assez récemment, même si une représentation diplomatique au Brésil, il y en existe une depuis 1975, et c'est dans les années 90 qu'elle a un statut d'ambassade, donc c'est pas quelque chose de récent, il reviendrait là. Enfin, je veux dire, enlever la possibilité aux Palestiniens d'avoir une ambassade à Brasilia, c'est du lourd, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. En utilisant un prétexte, mais complètement fallacieux, comme quoi cette ambassade aurait été construite trop près du palais présidentiel et qu'elle poserait des problèmes de sécurité.
Depuis, on a un flou artistique parce que ça a créé des remous, cet entretien dans la presse israélienne. Ça a créé des remous au Brésil d'une part et dans les relations extérieures du Brésil. Même si les choses ne sont pas forcément explicitement formulées de cette manière, il devait y avoir une rencontre entre les Égyptiens et le Brésil. Cette rencontre a été annulée. Les Égyptiens n'ont pas vraiment dit que c'était à cause de la question de l'ambassade, mais c'est la façon dont ça a été interprété au Brésil. Et c'est un problème pour les Brésiliens, parce que les Brésiliens sont de très grands exportateurs de viande, notamment de viande certifiée halal. C'est une très grosse industrie au Brésil. Et donc, il y a une espèce de crainte en ce moment dans les milieux de l'agro-business que les exportations agroalimentaires brésiliennes soient impactées par cette décision. Et du coup, on a une forme de rétropédalage de Bolsonaro qui dit « non, ce n'est pas encore fait », etc., etc. Dans mon opinion, je vous dis franchement, je pense qu'il est tout simplement en train de gagner du temps, mais je vois difficilement comment il pourrait revenir en arrière, parce que d'abord, il a fait une déclaration, il n'a pas fait, ça n'a pas été écouté par un journaliste, il n'a pas dit ça oralement dans un couloir. C'est dans une interview dédiée à un organe de presse israélien qu'il a été félicité par la suite par Netanyahou et qu'on voit mal comment il pourrait prendre ses distances par rapport à Trump maintenant qu'il a dit qu'il voulait aller dans le même sens. Et comme se rapprocher des États-Unis fait également partie de l'agenda politique de Bolsonaro et qu'il y a d'autres facteurs dont je vais vous parler, je pense que voilà, ça va finalement se faire. Mais on est dans ce moment un peu flou. Alors, je vous disais, c'est une forme de rupture, ce qui semble être un alignement, et pareil, je vais essayer de rentrer quand même un peu plus dans les détails, c'est une forme de rupture avec les années précédentes, parce que c'est vrai, et je daterai ça surtout à partir de 2008, on a vu un vrai rapprochement entre certains pays latino-américains et la Palestine. Et ça a pris diverses formes, par différents gouvernements. Alors, j'imagine que peut-être vous avez entendu parler, parce que ça a été à un moment donné ce qui était le plus visible, la reconnaissance de l'État palestinien en 2010 par le Brésil, et qui a entraîné dans sa suite un certain nombre de pays de la région. Mais en fait, ça avait commencé dès 2008 par des pays qui étaient plus dans l'ombre. Mais la République dominicaine, le Costa Rica, dès 2008, en fait, ont répondu à une campagne qui était lancée par l'autorité palestinienne et qui avait comme projet de faire reconnaître par les Nations Unies l'État palestinien et d'acquérir un nouveau statut de membre observateur et donc de faire valider ça par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, cette campagne, elle a trouvé un écho essentiellement en Amérique latine. De fait, il y a très peu d'autres États, il y a beaucoup d'États dans le monde qui reconnaissent déjà l'État palestinien, parce qu'il y en a qui l'avaient reconnu dès 1988, après la déclaration d'Alger de la proclamation d'Arafat. Et en Amérique latine, il y en avait déjà deux, c'était le Nicaragua et Cuba, qui dès 1988 avaient déjà répondu en fait à l'appel de... Donc vous voyez qu'il y a une histoire ancienne entre une partie de la gauche, on va dire latino-américaine, et la question palestinienne. Mais c'est vraiment au milieu des années 2000 qu'il y a ce nouveau rapprochement. Et ça a été la partie la plus symbolique. Et je suis profondément convaincue que cette reconnaissance officielle a participé du fait, en partie, de la réussite de la campagne de l'autorité palestinienne, parce qu'elle a quand même obtenu auprès de l'Assemblée générale ce statut d'observateur. Évidemment, elle n'a pas eu la validation du Conseil de sécurité, mais ça, on s'y attendait puisque les États-Unis ont un pouvoir de veto. Mais il y a quand même eu un certain succès. Ensuite, la Palestine, en tant qu'État, a pu adhérer à un certain nombre d'organisations internationales, l'UNESCO, la Cour pénale internationale. Donc, ça n'a pas été rien quand même. Et je pense que l'Amérique latine a donné un élan, un point de départ à cette campagne. C'était loin d'être la seule chose qui s'est passée.
En 2009 et en 2014, alors déjà en 2009, en fait, aux deux moments où il y a eu l'invasion israélienne à Gaza, des attaques israéliennes à Gaza, on a vraiment eu une réaction diplomatique très forte de ces gouvernements, avec alors d'abord des communiqués diplomatiques, mais qui étaient, comment dire, relevés, c'est-à-dire c'était pas des choses tièdes telles que vous pouviez les lire éventuellement en France, c'était vraiment des condamnations assez fortes. Et en 2014, ça a été plus loin, puisqu'un certain nombre de pays ont même rappelé leurs ambassadeurs. Ça a été le cas du Brésil, du Chili, de l'Argentine, de l'Équateur. Certains pays ont été même plus loin. Le Venezuela et la Bolivie ont suspendu leurs relations diplomatiques avec Israël. Donc là, vous avez deux États qui n'ont pas actuellement de relations diplomatiques du tout avec Israël. Et vous avez vraiment là, évidemment, ce qui fait partie de cette, je disais, de cette gauche plus radicale, on avait vraiment fait un étendard. Vous avez vu, Maduro avait, après 2014, vraiment mis en avant une campagne SOS Palestine. Le Nicaragua a suspendu aussi ses relations, mais lui, suite à l'attaque de la flottille, qui acheminait de l'aide humanitaire à Gaza. Donc vous avez vraiment eu des gestes symboliques, c'est vrai, essentiellement, quoique quand même suspendre des relations diplomatiques, c'est déjà aller quand même assez loin. Hein, et de la coopération technique. Donc vous avez eu, c'est vrai du Venezuela, mais c'est surtout vrai quand même du Brésil, d'abord et avant tout, dans une moindre mesure du Chili. C'est aussi tout simplement parce que c'est un grand pays, c'est quand même la 8e économie mondiale, et que sous Lula, il y a vraiment eu l'idée de développer les relations sud-sud, et donc de développer au sein du ministère des Affaires étrangères un département qui fait de la coopération avec d'autres pays du Sud. Ça a été aussi le cas avec beaucoup d'États africains. Mais avec la Palestine, il y a eu des projets développés dans les territoires occupés autour du sport, de la santé, de l'éducation. À un moment même, le Brésil est devenu, parmi les BRICS, donc, qui sont quand même cet acronyme des pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et Chine, le premier contributeur à l'UNRWA, donc l'agence des Nations Unies qui apporte de l'aide aux réfugiés palestiniens. Le Brésil était devenu le premier donateur parmi les BRICS, donc plus que la Chine et plus que la Russie. C'est intéressant. Pareil, c'est un pays qui a été donateur à plusieurs conférences post-2014 pour la reconstruction de Gaza. Et c'est un pays qui a fait des apports, des contributions financières relativement importantes. Alors, tout est proportionnel et relatif, évidemment. Je ne vais pas vous dire que le Brésil a fait des contributions aussi substantielles que pouvait le faire le Qatar, par exemple, ou l'Union européenne. Ça reste un pays en développement qui a des défis et des challenges énormes à relever. Son propre taux de pauvreté, d'inégalité, d'infrastructures, etc. Donc, je veux dire, c'est quand même une démarche et un effort qui me semble être notable. Alors, c'est vrai que quand le Brésil a fait ça, à la différence du Venezuela et de la Bolivie, donc cette gauche plus radicale, ne se positionnait pas comme pro-palestinien. Il disait qu'il était, surtout Lula, se présentait plutôt comme un médiateur possible du conflit israélo-palestinien. Et il était plutôt, pour lui, il fallait rééquilibrer, en fait, l'équidistance entre les parties, alors que le Brésil, pendant une période, disons jusqu'aux années 70 et après de nouveau dans les années 90, c'était plutôt un pays qui était plutôt pro-israélien. L'Amérique latine en général, et ça c'est important aussi à voir, c'est-à-dire situer cette solidarité sud-sud dans les années 2000, elle était aussi elle-même en rupture avec une longue histoire latino-américaine où bien qu'il y ait eu un vrai contact entre les mouvements de libération nationale, les guérillas et les mouvements de gauche de base et l'OLP,
Au niveau des gouvernements, en revanche, c'était très pro-israélien. Et c'est parce que, évidemment, c'était en partie des dictatures militaires. Les dictatures militaires latino-américaines, notamment après 1979, au moment où Carter, aux États-Unis, fait un embargo sur les armes, c'est-à-dire à partir de 1979, les États-Unis ne vont plus vendre d'armes à certains pays latino-américains, pas tous, certains. Israël va remplacer les États-Unis et va développer ses exportations et développer le secteur de la sécurité qui est aujourd'hui aussi un de ses piliers, c'est quelque chose de fondamental dans ses relations avec la région. Et ça, c'est vrai que ça fait de l'Amérique latine une région différente de l'Afrique et de l'Asie, où il y a eu cette solidarité afro-asiatique bien plus ancienne dans le moment de la décolonisation. L'Amérique latine avait une trajectoire historique différente, elle était décolonisée depuis bien plus longtemps, et elle était dans un moment politique aussi où ce n'était pas en tout cas les gouvernements qui pouvaient soutenir la Palestine, c'était vraiment des mouvements de base. Et donc il a fallu attendre d'une certaine manière que ces mouvements intègrent le jeu politique normal et que la démocratisation ait lieu pour que cette solidarité parfois ancienne puisse ressurgir. C'est même le cas du Parti des travailleurs. Lula connaissait Arafat depuis les années 80. C'est pas un lien qu'il a inventé dans les années 2000. Et c'est vrai de presque tous les mouvements de gauche latino-américains. C'est une histoire en fait ancienne, mais qui a réémergé à nouveau dans les années 2000. On peut imaginer à quel point toute cette période-là a extrêmement fâché Israël, qui a perdu un allié stratégique à ce moment-là dans la région. Israël mettait beaucoup de pression, notamment de manière triangulaire avec les États-Unis. Il y a eu des échanges assez houleux au moment de la reconnaissance de la Palestine, et les États latino-américains ont tenu bon, malgré un certain nombre de pressions. Et ça a été jusqu'au bout, notamment au Brésil, jusqu'à la fin vraiment, jusqu'à l'impeachment de Dilma, puisque dans les dernières années de son mandat, elle avait fait son dernier geste, je dirais, ça a été celui de refuser la nomination d'un ambassadeur, Danny Dayan, qui était connu comme étant un représentant de la colonisation, des colons israéliens, et Dilma Rousseff a refusé. Donc elle n'a pas accrédité cet ambassadeur comme ambassadeur d'Israël au Brésil. Ça a créé un conflit diplomatique assez long qui ne s'est finalement résolu qu'après l'impeachment de Dilma, parce que le gouvernement par intérim a tout normalisé finalement. Du coup, dans ce nouveau contexte-là, je vous dis, Israël a bien compris qu'elle avait une carte à jouer. Dès septembre 2017, on a eu la visite de Netanyahou. C'était la première fois qu'un premier ministre israélien en exercice faisait une tournée en Amérique latine. C'est pour vous dire à quel point, du côté israélien, on ne prend pas du tout comme anecdotique ou comme à la légère ou comme marginale la position des États latino-américains. En 2017, Netanyahou a fait une tournée qui a inclus l'Argentine, la Colombie et le Mexique. En Argentine, et pour lui c'est un pays clé, il a été accueilli par Mauricio Macri. Alors, Macri, comme je vous disais, c'est une droite plutôt classique, libérale. Néanmoins, c'est une droite qui est extrêmement liée à Israël. Quels sont les facteurs qui contribuent à ça? Alors, évidemment, on a envie un peu par facilité, de dire l'Argentine, c'est aussi le pays où il y a la plus grande diaspora juive dans toute l'Amérique latine. Et en plus, c'est un pays qui a souffert de 2 attentats gravissimes en 92 et 94 contre des institutions juives. 2 attentats, un contre l'ambassade et un contre une mutuelle. Il y a eu un nombre de morts épouvantable et ça a été attribué, et c'est un long contentieux, ça a été attribué au Hezbollah. Depuis cette période, à cause de cette histoire, il y a une collaboration étroite avec le Mossad sur l'enquête en fait internationale qui vise à éclaircir les faits. Donc il y a une histoire
bilatérale qui ne date pas de cette période, qui est antérieure, parce que la dictature militaire argentine a aussi travaillé avec Israël, mais en tout cas qui a été réactivée dans les années 90 dans ce contexte. Et du coup, elle est beaucoup centrée autour des questions de sécurité. Ne vous étonnez pas non plus de savoir que du coup, quand Netanyahou a fait sa tournée en 2017, il est venu avec plein d'entreprises qui l'ont accompagné, et un certain nombre de ces entreprises étaient des entreprises de sécurité et de technologies appliquées à la sécurité. Je vous en cite quelques-unes. Cellcom, Israel Aerospace Industries, Elbit, qui est très connu, Rafael et Netafim. Voilà, ce sont des entreprises qui... On sait que Israël sous-traite beaucoup les questions de sécurité, et donc ça veut dire très concrètement délègue une partie de l'occupation et de la répression des Palestiniens par des entreprises privées qui en réalité ont un rapport aussi très très étroit avec l'État, c'est-à-dire que la frontière entre ce qui est le privé et en fait l'intérêt étatique est très floue en Israël, et il les a emportés en fait dans son voyage en Amérique latine. Et en Argentine, ça s'est même traduit peu de temps après l'élection de Macri par une conférence binationale autour des thèmes de sécurité, sécurisation des frontières, d'importation de technologies, etc. Donc, certes, d'une part, il y a cette question de la diaspora juive, mais elle-même est quand même traversée par des clivages politiques, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout une diaspora juive qui serait de droite en Argentine, c'est faux, elle est idéologiquement elle-même diverse. Mais par contre, vous avez ce lien sécuritaire qui date des années 90 et même antérieurs, où des entreprises qui connaissent très bien le terrain, là où ça combine très bien avec la droite, c'est que, comme partout, la sécurité, c'est toujours au centre des préoccupations, et y compris la répression des mouvements sociaux. Et ça, j'y reviendrai parce que c'est très fort dans le cas brésilien. Il était allé, je vous ai dit, ensuite en Colombie. En Colombie, c'est la même histoire. C'est une longue histoire dans la lutte contre les guérillas. Il y a pareil, en fait, de la formation. Israël fait beaucoup de training en Amérique latine avec les militaires, etc. Tout ce qui est counter-insurgency, tout ce qui est Israël market en fait son expérience de terrain. Voilà, ils sont les meilleurs dans ce domaine. Et donc, ils ont travaillé, surtout dans les années 90 avec Uribe, dans la lutte contre le narcotrafic, mais aussi contre les guérillas. Il y a vraiment eu des liens très 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 étroits, et de fait la Colombie est un des pays qui n'a pas reconnu l'État palestinien en Amérique latine. Ça faisait partie justement des quelques exceptions. Le Mexique, je pense que c'était un peu différent, c'était un peu plus prospectif. Il se trouve qu'il n'a pas tiré il n'a pas appuyé sur le bon bouton en quelque sorte, parce que depuis il y a eu une élection au Mexique, c'est la gauche qui a gagné, et je vois mal se développer des relations beaucoup plus étroites entre Israël et le Mexique, même si le Mexique est un pays qui a décidé de prendre aussi, d'être assez neutre et n'a pas non plus reconnu l'État palestinien. Dans le cas du Brésil et dans le cas du Guatemala, ce qu'on a, c'est qu'il y a un facteur supplémentaire, c'est celui des évangélistes. Alors, je voulais vous montrer quand même quelques images pour vous montrer à quel point les évangélistes, donc c'est ces milieux protestants, alors pas le protestantisme historique, le néo-protestantisme qui est venu des États-Unis, qui sont toute une myriade de petites églises et grandes églises très riches, mais qui sont ultra conservatrices, ultra prosélytes et très très impliquées en politique. Donc ça n'a rien à voir avec le milieu catholique habituel. Alors, je vous disais, on a vu une politisation inédite. Là, je vous montre des manifestations pro-Bolsonaro au Brésil. J'ai demandé un peu autour de moi si on avait vu des choses, et tout le monde me disait, dans les manifs pour Bolsonaro, on voyait des drapeaux israéliens.
c'est vraiment quelque chose de différent d'avec tout ce qu'on avait vu par le passé. Jamais on avait vu des drapeaux israéliens dans des manifestations de droite en Amérique latine. Jamais. Et en plus, avec une nouvelle connotation qui est en plus l'islamophobie. C'est super, donc voilà, on a rajouté cette petite dimension. Il faut dire, au Brésil, les musulmans, c'est une communauté qui est vraiment toute petite par rapport au mieux. On peut au mieux aller 1 million de pratiquants musulmans sur 200 millions d'habitants. Donc c'est vraiment une toute petite communauté, il y en a peut-être encore moins. Mais les évangélistes propagent vraiment l'intolérance religieuse vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis d'autres religions, notamment les religions afro-brésiliennes. Et utilise ça à la faveur d'une ambiance, d'un climat international qui de toute façon fait des musulmans les ennemis. Donc évidemment, ils surfent aussi là-dessus, mais c'est complètement, excusez-moi de le dire, c'est complètement débile. Donc ça c'est out, quoi, en dehors la charia, l'islam n'est pas bienvenu, voilà. Et je vous montre une autre photo, donc ça peut-être vous l'avez vu circuler, c'est les fils de Bolsonaro, c'est une photo qui a 2 ans. Donc où on les voit très fiers, parce que c'est un des fils qui a tweeté, c'est pas une photo volée, hein, c'est lui qui l'a tweeté, Edward je crois, où on les voit très fiers d'avoir des t-shirts du Mossad, des forces armées, enfin de l'armée israélienne. Et en fait, ça montre très bien dans l'imaginaire bolsonariste à quel point Israël c'est le pays qui a réussi en matière de sécurité. Et comme Bolsonaro est quelqu'un qui ne rêve que d'une chose, c'est de mater physiquement par la répression tous ses opposants, c'est même pas une métaphore, il le dit de toute façon comme ça, voilà, Israël c'est le pays qui réussit à le faire, donc c'est un modèle. Je vous montre cette photo-là aussi parce que c'est très important dans cette histoire des évangélistes. Bolsonaro, il y a quelques années, s'est fait baptiser donc, dans le fleuve Jourdain. C'est entre guillemets un born again à la bouche, hein, et il a mis en ligne une vidéo qui montre son nouveau baptême. Et pour vous montrer un peu l'ambiance au Brésil et le poids, vraiment le poids des évangélistes, aujourd'hui il y a dans ce nouveau Parlement 180 membres du Congrès qui se déclarent évangélistes et qui forment un groupe d'intérêt au sein du Congrès. Ça représente 35% des députés. C'est simple, c'est un des groupes d'influence les plus importants du Congrès actuellement. Et voyez l'ambiance, c'est des gens qui prient qui communient, etc. Sur la droite, c'est Bolsonaro avant chaque réunion, etc. Donc cette dimension religieuse, la façon dont on mixe le religieux et la politique en Amérique latine en ce moment est très très puissant. Et il est évident, en tout cas dans le cas brésilien, qu'il joue un rôle mais largement supérieur à par exemple la question de la diaspora juive. Il n'y a pas du tout le lobby pro-israélien au Brésil, il vient vraiment des milieux évangélistes et des milieux pro-sécurité, quoi. Au Guatemala, c'est un peu la même chose. Je vous montre des images, c'est un petit peu, c'est triste comme tout de voir ces petites filles guatémaltèques qui font partie de groupes évangélistes et qui défilent en faveur du déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et qui disent on est avec toi, Israël, que Dieu vous bénisse, etc., etc. Donc ça, ce sont des forces politiques. Il faut vraiment les surveiller de près parce que par ailleurs, c'est des forces qui sont vraiment, je répète, ultra conservatrices sur tous les domaines. Tous les domaines sont homophobes, l'intolérance religieuse, la misogynie, tout un tas de violences en fait qui sont promues et qui promeuvent une forme de violence sociale et politique au quotidien. Alors, que dire là-dedans de la diaspora palestinienne ? La diaspora palestinienne, en fait, elle est évidemment très diverse. Combien de minutes il me reste ? 10, 5 ? Il reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes, parfait. C'est largement suffisant. C'est ça. Je disais, elle est hétérogène parce que, bien qu'on retrouve des communautés palestiniennes dans tous les pays d'Amérique latine, tous, dans les Caraïbes, vous pouvez aller dans n'importe quel pays d'Amérique latine,
vous allez toujours vous retrouver avec un Palestinien à un moment donné ou à un autre. Donc c'est vraiment une migration qui est très présente. Il y a quand même, les tailles des communautés varient énormément d'un pays à l'autre et leurs histoires migratoires aussi. Elle est très ancienne. Alors les plus grandes communautés sont les plus anciennes aussi. C'est une migration, et ça c'est très particulier, qui a commencé bien avant 1948, donc elle est antérieure à la Nakba. Elle a commencé à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et elle venait surtout d'une région particulière de Palestine, autour de Bethléem, donc Betjala, Betsahour, vraiment ce petit cercle-là, un peu Jérusalem, un petit peu autour de Ramallah, Taïbé. C'était beaucoup des chrétiens, des commerçants au départ. Les premiers, les pionniers de cette émigration, c'était des commerçants chrétiens qui allaient chercher du business en Amérique latine, et notamment parce que c'était le moment, fin du 19e siècle, l'apogée l'essor des pèlerinages en Terre Sainte. Ils produisaient eux-mêmes des petits objets tels que des chapelets, des choses en nacre, en bois d'olivier, etc. Et en fait, des nouvelles routes étaient en train de s'ouvrir à la fin du 19e, début du 20e siècle, notamment par l'immigration européenne, qui elle était beaucoup plus importante. Mais finalement, les commerçants palestiniens se sont embarqués dans les bateaux et au fur et à mesure, surtout des toutes premières décennies du XXe siècle, alors que la situation était en train de se dégrader en Palestine, surtout pendant la Première Guerre mondiale, c'est là où on a eu la plus grande émigration vers l'Amérique latine. Donc, ce sont des familles chrétiennes principalement, mais pas uniquement. Il y a eu aussi des familles musulmanes, mais quand même principalement chrétiennes, orthodoxes. Et ces familles chrétiennes, elles sont parties en même temps. Il y avait aussi d'autres migrations proche-orientales à l'époque, qui venaient surtout de Syrie et du Liban, qui, elles, étaient beaucoup plus importantes. Si, on va dire, il y a une façon assez simple de catégoriser l'Amérique latine, c'est là où vous avez des grandes communautés syro-libanaises, vous avez peu de Palestiniens, c'est-à-dire l'Argentine, le Brésil, le Venezuela. Quand vous avez beaucoup de Syro-Libanais, vous avez peu de Palestiniens. Parce qu'en fait, il y a eu un effet de non-concurrence, c'est-à-dire quand il y avait déjà beaucoup de Syro-Libanais, les Palestiniens avaient du mal à émerger, économiquement parlant, et du coup, ils ont pris un peu les marchés secondaires. Du coup, vous trouvez beaucoup de Palestiniens au Chili, un petit peu au Pérou, et en Amérique centrale, surtout au Honduras et au Salvador. Et principalement au Chili. C'est vraiment là, en fait, qu'il y a le plus grand nombre de Palestiniens. Et peut-être, vous avez déjà entendu cette idée selon laquelle le Chili serait le principal pays de la diaspora palestinienne hors du monde arabe. On parle de 350 000 Palestiniens et descendants de Palestiniens, qui inclut là-dedans des migrants, parce qu'il y a eu quand même des gens... Ça s'est jamais complètement arrêté, hein, parce qu'après, il y a eu des mariages, et puis d'autres gens qui ont continué à savoir, etc. Mais vous avez essentiellement des gens de Cisjordanie, dans tous les cas, mais surtout, voilà, je dirais Ramallah et Bethléem. Mais surtout quand même des 3e et 4e générations. Alors, comme ce n'est pas du tout une catégorie du recensement, c'est pas comme aux États-Unis où on met ces catégories raciales ou quoi, hein, ou ethniques. Ce 350 000, c'est un peu du feeling hein, quand même. Hein, je vous dis, il y a eu un petit peu des projections, les chercheurs, etc. Personne n'est vraiment d'accord sur un chiffre. Et puis de toute façon, quand bien même il y aurait 350 000, c'est pas parce que vous avez un nom d'origine palestinienne et que votre arrière-grand-père est palestinien que vous vous sentez nécessairement palestinien. Mais il y a quand même disons un noyau de cette diaspora qui, elle, est très active, s'identifie beaucoup. Et c'est vrai que la question politique, le conflit lui-même, en fait, est un vecteur d'identification très fort. Il crée de la solidarité, il crée de l'identification. D'ailleurs, la diaspora palestinienne, en général, c'est autour de ça qu'elle fonctionne. Ce n'est pas comme les Arméniens autour d'une église, c'est vraiment autour de cette question politique. Et en fait, je ne vais pas du tout vous faire toute ma thèse, mais c'est surtout à partir des années 2000 et après 2002, en fait, qu'il y a eu un rebond d'activisme pro-palestinien au Chili. Dans les années 90, je vous la fais courte, mais c'est vrai qu'avec le processus d'Oslo, comme partout, ça a démobilisé tout le monde. Donc dans les années 90, de toute façon, même l'OLP ne faisait plus de travail
de politisation, parce que l'OLP est présente au Chili et en Amérique latine, ils ont vraiment fait un travail auprès des jeunes, etc., culturel, je dirais, depuis les années 70. Ils étaient présents depuis la fin des années 60-70, donc quasiment dès la création de l'OLP. Mais dans les années 90, tout ça est un peu venu à plat. Et c'est qu'après 2002, et là, pas du tout sous l'impulsion d'une dynamique transnationale, dans le sens où c'est personne qui est venu les mobiliser, mais c'est en 2002, c'est déjà Internet, c'est déjà tout ça, on a accès à l'information et les gens se sont eux-mêmes, en fait, ont repris en main leur identification à Palestine. C'était au moment de l'invasion de la Cisjordanie, 2002. La Moukata, qui était le palais présidentiel palestinien, qui était assiégé. Et là, il y a eu à nouveau des manifestations pro-palestiniennes. Et les vieilles structures qui avaient continué à exister, parce qu'il y a des clubs, des associations, etc., qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les Syro-Libanais, dans toute l'Amérique latine, il y a beaucoup il y a une vie quand même communautaire, j'ai envie de dire, donc, qui permettait que tout n'ait pas été dilué. Il y a aussi l'importance de la nourriture, tout ça qui fait que les gens sentaient quand même quelque chose, mais qui était un petit peu décrépit quelque part. Ces associations, elles étaient toutes momolles. Dans les années 2000, elles se sont réactivées, et c'est vrai qu'au Chili, parce qu'il y a cette grande présence palestinienne et que l'histoire de leur intégration a été extraordinairement bien réussie, à tel point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, quand même, la très 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 grande majorité des descendants de Palestiniens font partie des classes plutôt supérieures au Chili. Ils ont réussi de manière croissante à imposer cette question dans l'agenda politique, au point que même la droite n'est pas anti-palestinienne au Chili. C'est la différence de la droite chilienne par rapport à toutes les autres droites que je vous ai citées, c'est que la droite au Chili ne peut pas se permettre d'être anti-palestinienne. Elle ne peut pas se permettre parce qu'une partie de son électorat, vu que ce sont des gens, il y a une question de classe sociale qui joue, ces Palestiniens qui sont plutôt aisés, eh ben, ils sont de droite. Et ils ont leurs propres députés, parfois d'origine eux-mêmes palestinienne, mais de toute façon, ils votent, et ils votent aussi sur cette question-là de plus en plus. Je vais vous donner juste un chiffre qui est quand même incroyable. Tout à l'heure, je vous disais que 35% des députés brésiliens faisaient partie de ce groupe évangéliste. Eh bien, au Chili, il y a un groupe d'amitié chileno-palestinien à la Chambre des députés qui s'est vraiment, vraiment bien consolidé à partir de 2010. Et il est allé crescendo, au point qu'aujourd'hui, j'ai fait la liste, il compte 86 membres sur 155 députés, c'est-à-dire que 55%, plus de la moitié des députés de l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, fait partie du groupe d'amitié Chili-Palestine. Plus de la moitié, vous vous rendez compte? C'est hallucinant. C'est le plus grand groupe d'amitié qui existe au sein de la Chambre des députés. Vous pouvez regarder le groupe d'amitié Chili-Israël, Chili-États-Unis, même Chili-Pérou, alors que c'est des vrais... Il y a des contentieux, c'est une question politique hyper importante pour le Chili. Ça ne mobilise pas autant que la question palestinienne. Et quand vous regardez qui compose ce groupe d'amitié de 86%, vous vous rendez compte que, contrairement à ses débuts, il y a très peu de députés d'origine palestinienne ou d'origine arabe, ce qui fait qu'on voit qu'il y a vraiment une socialisation. Ils ont réussi, si vous voulez, à désethniciser cette question. Ils ont réussi à vraiment inclure la société, à embarquer la société chilienne dans cette question. Et sur ces 86, il y en a moins de la moitié qui sont de gauche et centre-gauche. Donc vous voyez aussi que c'est très transpartisan. Ce n'est pas une question de gauche au Chili, ce n'est pas non plus complètement une question de droite, mais c'est une vraie question qui est dans l'agenda politique. Alors je ne dis pas que c'est le Parlement qui fait la politique étrangère chilienne, évidemment. Comme partout dans le monde, les parlements jouent un rôle mineur dans la définition de la politique étrangère, mais ils sont un indicateur de la sensibilité d'une société sur une question, et les gouvernements sont évidemment sensibles à ces sensibilités politiques telles qu'elles peuvent s'exprimer. Et ils ne vont pas aller complètement à contre-courant. C'est d'ailleurs pour cette même raison que Piñera, juste après Lula, qui a été le premier président latino-américain en 2010 à aller en Palestine, c'était le premier, eh bien, Piñera a été ensuite aussi en Palestine. C'est le premier président, et surtout président de droite, à avoir été en Palestine. Donc, le Chili est vraiment à part, et là, on peut dire, pour le coup, vraiment, que la diaspora a joué un rôle, pas seulement
elle-même en tant que, c'est-à-dire, c'est pas au point où c'est simplement les politiciens d'origine arabe qui jouent un rôle, c'est qu'ils ont réussi, je dirais, à mettre à l'agenda cette question et à embarquer la société chilienne autour de ce sujet. Et il y a des manifestations, le mouvement BDS est assez fort au Chili, etc. Par contre, et c'est un peu triste à dire, mais dans un pays comme le Honduras, par exemple, qui est le deuxième pays où il y a le plus de Palestiniens, il y aurait peut-être 150 000 personnes d'origine palestinienne, eh bien là, vous avez zéro politisation autour de ce sujet. Cette diaspora ne joue aucun rôle positif. Et pourtant, elle est extrêmement bien représentée dans les élites politiques et business. Vous pouvez pas, c'est difficile de ne pas tomber sur quelqu'un d'origine palestinienne quand vous cherchez à rencontrer les milieux qui comptent au Honduras, et il y a déjà eu plusieurs présidents d'origine palestinienne eux-mêmes. Et pourtant, cette diaspora-là se tient vraiment à distance. Alors, dans les questions, si vous voulez, je vous répondrai pourquoi, selon moi, elle ne joue pas ce rôle. Mais la relation avec les États-Unis, qui est beaucoup plus forte, le Honduras est un petit pays beaucoup plus dépendant, qui a beaucoup moins de marge aussi pour être autonome, fait que cette diaspora, qui a aussi des liens entrepreneuriaux avec les États-Unis, entre ses intérêts de classe et la Palestine, elle a plutôt choisi ses intérêts de classe. Et le Brésil, et j'en termine là-dessus, on a un profil de diaspora différent. C'est une diaspora qui a démarré plutôt à partir des années 50, de gens qui sont plutôt des villages autour de Ramallah. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez vous avez certains villages autour de Ramallah où les gens ont des passeports brésiliens. Parce qu'il y a eu une migration de retour dans les années 90, au moment d'Oslo, justement, où il y avait des Palestiniens du Brésil qui sont retournés en Palestine en pensant que c'était peut-être un bon moment pour développer leurs activités, etc., et qui sont un peu restés piégés, pour dire la vérité. Et du coup, il y aurait au moins 3000 Brésiliens palestiniens autour de Ramallah. Quand je suis allée en Palestine, plein de fois, ça m'est arrivé en donnant un cours à Birzeit, etc., de rencontrer une jeune fille qui vient parler avec moi en brésilien et qui me dit « Ah, que bon, j'ai envie de parler portugais » parce que c'est resté comme quelque chose de très fort. Mais au Brésil, aujourd'hui, cette diaspora, elle est quand même petite. Ce serait plutôt, si je devais donner un chiffre, autour de 60 000 personnes. Donc vous voyez que sur un pays de 200 millions d'habitants, c'est quand même très petit, qui est surtout concentré quand même dans le sud-est, notamment dans le Rio Grande do Sul. Il y a aussi des petites villes très particulières où vous voyez qu'il y a beaucoup de commerçants palestiniens. Chuy, à la frontière avec l'Uruguay, toutes les petites villes de la frontière, Santana do Livramento, plein de petites villes à la frontière. Il y a quasiment tous les commerçants sont des commerçants palestiniens. Donc là, ce sont des musulmans, c'est une autre histoire migratoire. Et donc, ce sont plutôt des petites classes moyennes aussi. Ça joue, ce ne sont pas des pauvres, mais ce n'est pas du tout des gens qui ont eu les mêmes trajectoires ascendantes, ne font pas partie des élites. Au Brésil, comme ça peut être le cas au Chili ou au Honduras. Et ils sont mobilisés, il y a un réseau d'associations, etc., qui a été quand même raisonnablement actif, et ils ont tissé des liens beaucoup avec le PT, en fait, avec le Parti des travailleurs, notamment parce que le PT lui-même avait des liens avec l'OLP, et que du coup, il s'est intéressé à cette petite communauté palestinienne. C'est un peu ce qui a fait, entre guillemets, leur perte, c'est que du coup, il y a une politisation très forte de la question palestinienne. Ce n'est pas du tout transpartisan comme au Chili. Au Brésil, la cause palestinienne, c'est une cause de gauche exclusivement. Ce n'est pas une cause qui traverse les partis politiques. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'elle est utilisée comme Bolsonaro aujourd'hui dans sa version pro-israélienne, c'est de dire « Ah, le PT pro-palestinien, les causes de marxistes, etc. » Parce qu'il parle comme ça, le marxisme culturel pro-palestinien. Il faut tourner la page des idéologies, parce que pour lui, en grand, en fait, c'est un idéologue, mais qui fait croire que l'idéologie, c'est les autres. S'afficher comme pro-israélien, c'est aussi tourner la page du PT. Donc voilà, on en est là. Et voilà, je voulais juste vous montrer encore quelques petites photos. Ça, c'est en 2014, au Parlement, à la Chambre des députés chilienne.
donc où vraiment il y avait eu beaucoup de députés qui avaient brandi ces affichettes qui demandaient la fin du massacre à Gaza et qui demandaient même d'aller plus loin. Ils voulaient vraiment que le Chili suspende aussi ses liens avec Israël. Ils n'en sont pas arrivés jusque-là. Mais quand même, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est le genre de manifestation. Là, ça, c'était en 2014 aussi au Chili. Donc, quand il y a des manifestations importantes, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Pour le Chili, ça reste quand même des mobilisations importantes, surtout pour des questions à nouveau de politique étrangère. Évidemment, sur des questions nationales, vous pouvez avoir des centaines de milliers, mais sur une question de politique étrangère, c'est moins facile de mobiliser. Ça, c'était très récemment. Là, il y a eu plusieurs milliers de personnes aussi, juste après la décision de Trump. Donc ça, c'était contre la décision de Trump de déplacer l'ambassade. Au Chili, Toujours au Chili. Et je vous montre par comparaison, je suis même dessus sur cette photo, si vous allez à me voir. Oui, celle-là. Ah, voilà. La suivante, c'est une manifestation à São Paulo. Là, si on est 100, c'est beaucoup. Il n'y a pas du tout la même capacité de mobilisation autour de cette question. Et c'est à peu près à la même période au Brésil. Voilà. Et ça, c'est sur l'avenue principale de São Paulo, la Paulista, qui est le lieu habituel des manifestations. C'est la défense du peuple palestinien, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire avec un embargo militaire à Israël? Ils voulaient la suspension notamment des contrats d'armement entre Israël et le Brésil. Le Brésil est un grand importateur. C'est le principal importateur des armes israéliennes dans la région, y compris sous les gouvernements de Lula et Dilma. Et c'est là où on voit que il y a aussi des limites. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup eu de mesures symboliques, mais quand on touche au dur, les questions plus économiques, etc., c'est vrai que ça a été moins loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà. Merci beaucoup. Merci.